Bienvenue à la présentation du modèle de hanche. Dans l'articulation de la hanche, la caput femoris s'articule avec l'acétabulum. L'acétabulum est une structure de l'ossa coxae qui est formée par trois os, l'os ischii, l'os pubis et l'os ilium. Au milieu de l'acétabulum, ici en dessous du modèle, se trouve la fossa acetabuli. Dans la fossa acetabuli cheminent les branches terminales de l'arteria obturatoria. Elles approvisionnent en sang la tête du fémur, et cela jusqu'au début de l'âge adulte. Plus tard, l'irrigation sanguine se fait par les artériées circumflexées femoris, medialis et lateralis. Pour permettre une plus grande stabilité de l'articulation de la hanche, l'acétabulum forme un fibrocartilage, le labrum acetabuli, autour de la caput femoris. Si cette délimitation osseuse vers le haut n'est pas formée lors du développement, nous parlons d'une dysplasie de la hanche. Les jeunes enfants peuvent être alors sujets à des luxations récidivantes qui doivent être traitées chirurgicalement. La capsule articulaire va de l'acétabulum jusqu'à peu près à la linea intertrocantérica, en passant par la caput femoris. On trouve sur la hanche plusieurs ligaments qui renforcent la capsule articulaire. D'abord, on a ici le ligamentum iliofémoral. Il va de l'os lilium sur la face antérieure jusqu'à la linea intertrocantérica, à peu près jusqu'à l'insertion caudale de la capsule articulaire. C'est le ligament le plus puissant du corps humain. Sur la face postérieure chemine un second ligament, le ligamentum ischio-fémoral. Il va de l'os ischii jusqu'à la crista intertrocantérica. Avec le ligamentum pubofémoral, ces deux ligaments forment la zona orbicularis. La zona orbicularis s'enroule autour du collum femoris et donne stabilité et tenue à l'articulation de la hanche. En outre, ces trois ligaments empêchent l'hyperextension au niveau de l'articulation de la hanche. Ils sont donc tendus lors de l'extension et détendus lors de la flexion. L'articulation de la hanche est une articulation sphéroïde qui nous permet d'exécuter les mouvements suivants. Sont possibles d'une part une flexion et une extension, d'autre part une rotation interne et externe, et en troisième lieu, une adduction et une abduction. Le fémur est dans une position très précise. La diaphyse du fémur avec les condyles fait un angle tout à fait précis avec la caput et le collum femoris. Nous appelons cet angle angle cervico-diaphysaire, en abrégé angle CCD. Il diminue avec l'âge. Si cet angle est pathologique, c'est-à-dire s'il dévie des amplitudes normales, des mauvaises positions de la hanche peuvent se produire, ce qui entraîne des lésions de la hanche et des insuffisances musculaires. L'amplitude de l'angle CCD est de 140 degrés chez les nouveau-nés, et elle diminue avec l'âge. Chez les adultes, l'angle est de 125 degrés, au minimum 120 degrés. Si l'angle est inférieur à 120 degrés, nous parlons de coxa vara. S'il est supérieur à 140 degrés, nous parlons de coxa valga. Dans les deux cas, il est nécessaire de procéder à une correction chirurgicale. Venons-en maintenant à la musculature de l'articulation de la hanche. Le musculus iliacus appartient au muscle interne de la hanche, il prend naissance à l'os ilium. Appartient en outre au muscle de l'articulation de la hanche, le musculus psoas major. Il a son origine dans la partie inférieure de la poitrine et du rachis lombaire supérieur. Il longe un fascia commun, le fasciae iliaca, à travers la lacuna musculorum jusqu'au trochanter minor. Ils sont innervés par le nervus femoralis, issu du plexus lumbalis. Leur rôle principal est la flexion de la hanche. Lorsque survient une insuffisance musculaire, le patient a des problèmes pour monter les escaliers. Sur la face postérieure de ce modèle, nous voyons le musculus gluteus maximus.
Dans l'anatomie de l'homme, il se superpose au musculus gluteus medius et au minimus. Dans ce modèle, le musculus gluteus maximus a été sectionné. Il prend naissance à l'os ilium, au fascia thoracolumbalis, au sacrum et au coccyx, ainsi qu'au ligamentum sacrotuberal et rejoint la tuberositas glutea. Ses fonctions sont l'extension et la rotation externe de l'articulation de la hanche. Le muscle est innervé par le nervus gluteus inferior. Le musculus gluteus medius et son dédoublement, le musculus gluteus minimus, prennent leur origine à l'os ilium et vont jusqu'au trochanter major. Ils sont impliqués dans l'abduction et sont innervés par le nervus gluteus superior. En cas de défaillance du muscle ou du nervus gluteus supérieur, il s'ensuit un basculement vers le côté de la jambe libre. Ce phénomène est appelé le signe de Trendelenburg. Le musculus quadratus femoris appartient au muscle le plus profond de la hanche. Il va de la tuber ischiadicum à la crista intertrochanterica. Il est innervé à partir du plexus sacralis par le nervi musculi quadratis femoris. Sa tâche est de permettre la rotation externe et l'adduction de l'articulation de la hanche. Sur la face postérieure, nous voyons ensuite le musculus piriformis. Le musculus piriformis naît sur la face antérieure de l'os sacrum, traverse le foramen ischiadicum majus, divise ce foramen ischiadicum majus en foramen suprapiriforme et infrapiriforme et se termine finalement au trochanter major. Ce muscle est innervé par des branches du plexus sacralis. Son rôle principal est la rotation externe et l'abduction de l'articulation de la hanche. L'arteria et la vena glutea superior et le nervus gluteus superior traversent le foramen suprapiriforme. L'arteria et la vena glutea inferior, le nervus gluteus inferius, l'arteria et la vena pudenda interna, le nervus pudendus internus, le nervus cutaneus femoris lateralis et le nervus ischiadicus passent par le foramen infrapiriforme. L'arteria et la vena pudenda interna ainsi que le nervus pudendus redescendent ensuite par le foramen ischiadicum minus et s'engagent ensuite dans un dédoublement du fascia du musculus obturatorius, le canal d'Alcock. Pour finir, nous voyons encore sur ce modèle le musculus obturatorius internus, ici sur la face postérieure du modèle. Il naît également sur la face antérieure de la membrana obturatoria qui recouvre le foramen obturatorium. Il passe ensuite par le foramen ischiadicum minus, fait ensuite un coude à angle droit, comme on peut le voir ici, et rejoint la fossa trochanterica. Il est impliqué dans la rotation externe. Il est innervé par les branches du plexus sacralis. Le foramen obturatorium est recouvert par la membrana obturatoria et le musculus obturatorius internus. Une petite ouverture, le canalis obturatorius, que nous voyons ici, en est épargnée. Le canalis obturatorius internus renferme le nervus obturatorius, l'arteria et la vena obturatoria.